Bonjour. C'est gentil. Il y avait un petit côté jeu des mille un peu bizarre et pas assumé, mais c'est cool. Bienvenue sur ce talk Postgre is the new NoSQL, un titre racoleur qui a fait venir plein de gens. Je suis assez surpris, pour ne pas vous mentir, de voir autant de monde intéressé par Postgres. C'est une bonne nouvelle. Moi, je m'appelle Laurent Dauguin, je travaillais pour Nuxeo et Catchbase avant. J'étais développeur advocate. Globalement, j'ai passé 3 ans de ma vie à vendre du NoSQL à plein de gens. En tout cas, en parler. C'est un produit open source, tu peux parler, mais les gens n'achètent pas forcément. Un peu comme Postgre, mais ça, on y reviendra. Et du coup, j'assumais assez mal mon karma, donc je me suis dit, je vais parler des vrais produits open source. Je vais proposer de parler de Postgre Devox, et manifestement, ça intéresse plein de gens, donc c'est cool, c'est une bonne nouvelle. L Dauguin sur tous les réseaux sociaux, je crois, a priori. Je travaille pour Clever Cloud. Je fabrique de la bière qui s'appelle la Marmotte Masquée en vente à la rue Everlorge et plein d'autres bars cool à Paris. Et il y a un emoji métal qui est mal passé à côté de la guitare, mais c'est pas grave. Clever Cloud, s'il y en a qui ne nous connaissent pas, je vais essayer d'aller assez vite. On a un stand là-bas, venez nous voir. Voilà, c'est Clever Cloud. On fait de l'hébergement, du hosting powers. Ah 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 ah. Non, bon. Deux choses, IT Automation et Application Sustainability. Il y a un petit côté greenwashing sur Sustainability, je vous explique. Une fois que vous avez déployé, ça c'est la partie Automation, nous on fait en sorte que ça reste déployé. En gros, git push, ça marche, après tu as du monitoring, tu as du log, tu as l'autoscalabilité. Une fois que c'est up, ça reste up. Pour que vos développeurs produisent de la valeur métier et arrêtent de jouer au Lego, à essayer de packager des trucs dans des conteneurs bizarres. Et voilà, git push et ça marche. La prod. Bref. Postgre, c'est le nouveau NoSQL. Pardon. Ça peut paraître bizarre qu'on se pose cette question-là. Je vais grossir la taille de mes notes. Excusez-moi, 2 secondes. Voilà. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que Postgres, dedans, il y a post. Genre, ce serait un truc qui serait arrivé après un autre truc. Par exemple, après le SQL. En fait, Postgres, à la base, s'appelait Ingress. C'était une base de données relationnelle. Et ensuite, ils ont fait Postgres pour aller au-delà du relationnel. Dans l'imaginaire collectif, ou dans l'inconscient collectif, on est persuadé que le NoSQL, c'était ça. En fait, ça a commencé avant et ça s'appelait PostgreSQL. Rapidement, j'ai un peu trop augmenté la taille de mes notes, en fait. Voilà. On va parler de NoSQL. Je vais un peu vous saouler avec ça, mais c'est important. Et ensuite, on discutera de comment nous en sommes arrivés ici. Et surtout, qu'est-ce qui fait que je puisse me pointer à Devox et vous dire oui, c'est le nouveau NoSQL. Parce que a priori, ça n'a pas trop de... Ça paraît bizarre quand même. Alors ça, c'est l'écosystème Big Data. Enfin, c'est l'écosystème Data. Si vous allez sur DB Engine, il y a la liste de toutes les bases de données du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui veut me dire combien de bases de données il existe dans le monde? Genre, on lance un chiffre comme ça, basé sur les bases de données que vous connaissez. Quelqu'un, vite. 15. 80. On est à 243, je crois, sur DB Engine la dernière fois que j'ai regardé. Vous en connaissez combien sur les 243? Voilà, c'est 4. La bonne nouvelle, c'est que Postgres en fait partie. Postgres a été élu meilleure database, ou en tout cas la plus aimée, je crois, sur Stack Overflow. 2 ans de suite. Donc c'est assez cool. Tout ça pour vous dire que c'est un écosystème très riche. Il y a plein de choses que vous connaissez peut-être, peut-être pas. Il y en a qui sont sponsors ici, il y en a que vous avez déjà utilisé, il y en a qui... Il y a tout l'écosystème Apache, il y a du NoSQL là-bas au fond. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y en a encore un peu moins que des frameworks JS, mais globalement, les gens se sont dit, je vais faire du microservice, je vais prendre une base de données pour un use case particulier, et ça va être génial. S'ensuit une montée en termes de complexité de vos architectures, et on va prendre une base de données pour faire ça, une base pour faire ça, une base pour faire ça, une base pour faire ça. Ça, c'était au début de la mode du NoSQL, où tout le monde s'est dit, c'est génial, on va proposer plein de nouveaux trucs. Ensuite est arrivé le New SQL, les bases multimodèles, tout ça. Et ce qui est intéressant pour moi en ce moment, c'est que la plupart des bases de données, quelle que soit la solution, il y a une espèce de convergence. Oserais-je, il y a des gens qui travaillent dans une boîte qui a plus de 10 ans, je parle de la boîte, je ne parle pas de vous. Si c'est le cas, vous avez probablement entendu parler de hyperconvergence. Et ben voilà. Voilà, ça c'est l'hyperconvergence dans la donnée. Toutes les bases de données sont en train de converger vers du multimodèle, sont en train de s'aligner sur on va tous vous proposer
du full text, du JSON, du machin, du truc, du relationnel, etc. Et moi, je trouve ça assez intéressant. En particulier, comment vont se comporter les vieux, entendre les vieilles bases de données, dans cet écosystème. Si vous êtes familier avec le NoSQL, vous avez probablement déjà entendu parler du CAP théorème. Le CAP théorème, c'est dans l'éventualité d'une partition réseau, vous avez un cluster, une partition réseau, vous avez un cluster, des trucs distribués. À un moment donné, sur le cluster de 6 machines, il y en a 3 qui ne peuvent plus parler aux 3 autres. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Et le CAP théorème dit qu'à partir du moment où ça arrive, ça c'est la partie partitioning, vous devez choisir entre le C et le A. Pourquoi je parle de ça? Postgres, c'est une base de données acide. Elle est rarement distribuée, vous ne vous retrouvez pas forcément dans ce cas-là dans la plupart des bases SQL. Près, on va dire 2000, je sais plus, 12, 10, enfin près NoSQL. Et je vous dis ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la plupart des bases de données SQL maintenant vous proposent une architecture qui permet d'être distribuée et qui permet qui nécessite que vous preniez tous en compte à nouveau pour du SQL le CAP théorème. Et globalement, c'est de mon point de vue comme ça qu'on définissait le NoSQL. En gros, c'était tout ce qui était susceptible au CAP théorème. Et à ce moment-là, quand vous choisissiez une base NoSQL, il fallait faire des choix. Parce que la base NoSQL, le CAP théorème, les mecs se sont dit le SQL, il y en a marre, on va faire autrement. On va faire d'autres types de produits qui correspondent à d'autres types de charges. Et autant SQL, les plus, on ne faisait pas de choix, on disait c'est bon, une base acide, ça va faire tout ce que je veux. Et puis ça suffit. Autant Twitter est arrivé, on s'est mis à stocker des données de manière différente. L'acide dans le web, dans certains cas d'utilisation, on s'en fout. Est arrivé plein de nouvelles bases et on a commencé à se poser plein de nouvelles questions. Globalement, il a fallu étudier très attentivement la workload, en particulier en écriture, qu'on allait avoir sur nos bases de données, et parler de toutes ces choses-là. Pour moi, le NoSQL, c'était ça. C'était arriver à choisir tous ces trucs. Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Donc j'en ai parlé un petit peu avant. Le changement d'architecture, de charge, on va faire du microservice, ça va être génial, on va prendre un truc qui correspond à exactement ce qu'on a envie de faire. Le sous-titre rageux que j'ai mis en dessous, c'est c'est génial, on va tout écrire en JavaScript parce que JavaScript c'est cool. Et ça, c'était en 2005. Et en fait, tout ce mouvement-là, qui arrivait avec les internets, en gros, nous a entraînés vers le NoSQL. Vous avez peut-être entendu parler d'une base de données qui s'appelle CatchDB. Pour moi, c'est vraiment l'ancêtre NoSQL number one. J'en parle après ou pas, je ne sais plus. On va dire ça. CatchDB, c'était la première base de données REST, JSON, et on est en 2005. Il y a des gens qui disent du Node, je crois que Node.js n'existait même pas en 2005, ou à peine. Et qu'il y avait Quentin Adam chez nous qui avait fait des trucs en JS côté serveur et tout le monde avait ri de lui. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait déjà cette mode de Postgres c'est bien gentil ou le SQL c'est bien gentil, mais moi tout ce que je veux c'est afficher du machin dans du web. Une API REST c'est très bien, je vais stocker du JSON, je vais me démerder, ce sera parfait pour ce que j'ai. À partir de ce moment-là, les gens ont trouvé ça cool, est arrivé MongoDB. Le super driver JavaScript qui déchire que tout le monde s'est mis à utiliser. Et du coup, est-ce qu'on est tous partis là-dessus en tant qu'industrie parce qu'on avait marre de faire du SQL? C'est possible. Là, c'est le moment où je te demande aux gens de lever la main pour dire qui a fait du Meurice à l'école? Rire gêné dans la salle, beaucoup de gens. Qui a fait de l'UML après et n'a plus jamais voulu faire de Meurice? Ouais. Voilà. Donc on peut partir sur le principe que l'algèbre SQL et les requêtes SQL, non merci, j'en veux plus. Quelle a été une des raisons de ce truc-là? Paradoxalement, toutes les nouvelles bases de SQL vous proposent du SQL. Donc je pense qu'on a eu une petite crise adolescente passagère de vas-y, le SQL c'est chiant, on va faire autre chose, et en fait on s'est rendu compte que c'était quand même vachement bien. D'autres questions, d'autres possibles raisons, c'est aussi la montée des ORM. Qui utilise un ORM? Ouais. Ah, pas tant que ça. En fait, vous êtes venu dans un talk Postgres parce qu'en fait, vous aimez le SQL. Pour moi, c'est aussi un des facteurs qui a fait qu'on s'est désintéressé à ces trucs-là. Le fait qu'on ait pu, une des raisons pour lesquelles on a pu écrire de SQL, outre le fait qu'il y ait des bases de données JSON,
ou XML. Ça, j'en parle pas, mais avant les bases de données JSON, il y a des bases XML, c'est bien de s'en rappeler, pour pleurer un peu et se dire ah, c'était bien avant. Oracle DB, si on a que ça. Berkeley DB. Bref. Une des raisons pour lesquelles on a pu arrêter de faire du SQL, parce que le SQL c'est relou, c'est les ORM. Même punition qu'avant, il y a énormément de gens qui en reviennent, il y a énormément de gens qui réécrivent leurs requêtes à la main, qui font... Bon. Donc moi je trouve ça assez intéressant que de cette crise d'adolescence, on a dit le SQL c'est pas bien, on va faire autre chose, et finalement tout le monde y revient. Autre chose qui manquait aux bases SQL à cette époque-là, globalement, la notion de schéma, voilà, j'ai parlé de Meurize, bon, l'UML c'est cool, si on n'est pas besoin... Il y a des gens qui ont fait des migrations de schéma SQL, c'était bien, voilà, deuxième ingénieur dans la salle. Les schémas, c'est chiant à gérer. Après, c'est vachement bien, hein, c'est pratique, c'est juste que, bon, à un moment donné, on était en pleine crise d'adolescence, donc on s'est dit non, on va arrêter. D'où le CMLS. Les problématiques de scalabilité qui vont avec les trade-offs dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire que quand vous appelez Twitter l'acide, l'isolation, ça, vous, ce que vous voulez, c'est écrire le plus de trucs possible. Après, comment c'est restitué, finalement, c'est pas très grave. On n'est pas en train de faire du booking transactionnel de chambre d'hôtel, même si, en vrai, ce truc-là, ça se fait en général en NoSQL, en distribué. C'est amusant, ça. C'est le use case qu'on vous donne régulièrement à l'école. Ah, tu vas voir, Acid, tu vas à un distributeur, tu vas retirer de l'argent et tu ne peux plus retirer cet argent que tu as déjà retiré à un autre distributeur, donc c'est Acid. Donc les mecs sont en train de nous expliquer, grâce à ce bon use case, nos profs, que les systèmes bancaires sont acides, parce que tu crois que tu ne peux pas retirer 2 fois la même somme d'argent. C'est évidemment faux, et tous ces trucs-là sont faits dans un système massivement distribué, et c'est de la réconciliation de logs. Et c'est intéressant de le noter. C'est un truc qui m'a choqué, moi, on m'a dit, mais quand on m'a expliqué l'acide comme ça, ça peut pas marcher, c'est pas normal, il y a des liens réseau entre toutes les machines et tout, bon, bref. Un des trucs qui est super intéressant en 2018-19, nous sommes en 2019, Failure Ready. Il y a un truc qu'on appelle le Cloud Native. Pour moi, le Cloud Native, c'est essentiellement, ça se limite à ça, à être prêt à échouer misérablement. Pourquoi ? Tout est distribué, tout est dans le cloud. Je suis vendeur de cloud, je ne vais pas vous raconter des sornettes, je ne vais pas vous dire hey, on a un uptime magique sur une VM en particulier, genre cette machine ne s'éteindra jamais. Mensonge, nous le savons tous. Donc, la plupart des gens qui se disent cloud native, le but du jeu, c'est pas d'éviter la panne arrive tout le temps, ça arrivera. Le but du jeu, c'est d'arriver à s'en sortir quand ça arrive. Au moindre effort, ou en tout cas le plus facilement possible. Moi, cloud native, c'est que ça. Ce qui est intéressant, dans le monde des bases de données, est-ce que faire du cloud native quand tu n'as pas de data et quand c'est stateless, tu as un truc qui tombe, c'est pas grave, tu le redémarres à côté, on n'en parle plus. Quand tu gères de la data, il y a quand même un truc, la donnée a un poids certain, elle est sur un disque, tu ne vas pas magiquement copier les données de ce disque sur une autre machine et relancer ta base. Donc, on a vu plein de nouvelles architectures arriver dans le monde du NoSQL pour répondre à ces problématiques-là, pour être fail ready, pour être prêt à échouer. Et ça a été un des gros arguments de NoSQL, et c'est de moins en moins vrai avec Postgre, on va en discuter après. Le multimodèle, j'en ai touché 2 mots, c'est ah, j'aimerais bien faire dans l'application du graph, du full text, du JSON, je sais pas, du relationnel, tout. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'au début, il y avait plein de petits îlots de moi, je fais que ça, et maintenant, tout le monde propose tout. C'est pas très Unix comme philosophie, mais c'est un peu ce qui est en train de se passer, et donc on arrive à ce mot que je déteste, parce que j'ai vendu une plateforme de CM pendant des années. Ça va en faire rire 2 au fond là-bas qui bossent avec moi. Le terme plateforme, pour moi, c'est bonjour, je fais tout, je fais le café, c'est génial, je réponds à tous les problèmes, et je trouve ça mais anxiogène au dernier degré, même si je suis vendor de plateforme as a service, évidemment. Et quand on vous dit qu'il y a une plateforme, vous sentez qu'il y a un truc qui... Bon. Alors que la plupart du temps, en fait, c'est vrai, ça marche. Juste... dans la philosophie Unix, pas trop, et moi, bon, ça me chagrine. Bref. PostgreSQL. Parce que c'est quand même, après un quart d'heure, pour ça qu'on est censé en parler, que vous êtes là. Ça, c'était DB Engine, je crois. Ouais, c'est ça. Moi,
Postgres, j'ai commencé donc, chez cet éditeur de plateforme de gestion de contenu en 2007. Et on faisait déjà beaucoup de Postgres. Quand on allait voir des clients en 2007, c'était plus « Ouais, vous n'avez pas MySQL plutôt » parce que bon, vous savez, la stack LAMP, c'est bien. « Ah oui, mais non, je fais du Java, j'ai du Tomcat, j'ai du PG. » Bon, là, on était en bas de la courbe. Voilà, croissance fulgurante ces dernières années, qui peut s'expliquer par la fin de la crise d'adolescence dont je parlais tout à l'heure, qui peut s'expliquer par le fait que Postgres, ça déchire, ce qui n'est pas un facteur non négligeable. Et encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, Postgres, ça a été élu meilleur DB, enfin DB la plus aimée par les gens Stack Overflow pendant 2 ans. Donc, pourquoi est-ce que je peux dire que Postgres c'est du NoSQL et pourquoi c'est bien? J'ai parlé de schemaless tout à l'heure, de schemaless ou de schemaless. Un schéma, en gros, c'est pas très flexible. J'ai un type de data, j'ai une colonne. Je pense que vous avez compris l'idée, le carré ne rentre pas dans le rond. Si tu veux essayer de faire rentrer des data qui n'étaient pas prévues dans ton schéma, ça ne marche pas. Ça, c'est le relationnel avec des types scalaires simples. Genre, tu as une table, tu as des colonnes, tu as un type string, tu as un type varchar, tu as un type int, etc. Tu as éventuellement un type tableau, c'était un peu évolué, mais ça, a priori, au début du relationnel, tu n'en avais pas. C'est arrivé plus tard. C'est arrivé avec Postgres. Ça, c'est un autre exemple de schéma rigide. Parce que je cherchais un exemple de schéma pas rigide et j'ai trouvé que ça, donc j'ai dû vous en remettre une au milieu. Ça, c'est pareil. Tu peux stocker, c'est pas pareil. Par contre, tu peux stocker ce que tu veux dedans. Il n'y a pas de schéma. Tu peux faire rentrer n'importe quel type de données et ça marchera et tu pourras le récupérer. En gros, l'idée du schemaless, c'est ça. C'est d'avoir la flexibilité, le plus de flexibilité possible jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu finisses par te refaire un schéma parce que tu ne sais plus trop ce qu'il y a dans ta base. Blague à part, ce qui est intéressant avec le NoSQL, c'est pas l'absence de schéma, c'est de faire en sorte qu'un document puisse porter un schéma. En fait, un document JSON, c'est une table. Il y a des champs qui ont un type. JSON, il n'y a pas beaucoup de types. Hein. Il y a une string, il y a un booléen, il y a un chiffre. Voilà. Il y a nul, je crois aussi. Et en fait, quelque part, c'est juste des tables, en fait, finalement, qu'on peut modifier à la volée. Mais finalement, c'est traité comme des tables. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les mecs qui faisaient du NoSQL se sont mis à proposer de la query SQL en traitant votre objet schemaless, votre objet JSON, comme une table. Et donc Postgres, ils ont... alors, c'est le moment où je prends sur moi et j'ai oublié XML, parce qu'il faut le rappeler, dans les types objets rigolos de Postgres. Il y a JSON et JSONB. JSONB, c'est ce qui est utilisé chez MongoDB, par exemple. Et c'est implémenté sous forme d'extension. Alors, une extension dans Postgres, quand ils ont passé d'Ingress à Postgres, ils ont créé dès le départ cette notion d'extension qui permet de rajouter des types particuliers à Postgres. Des types d'index, des types de data. En fait, les mecs, quand ils ont commencé Postgres, ils étaient déjà largement en avance sur le NoSQL et le multimodèle, et ils se sont mis à rendre Postgres flexible grâce aux extensions. Et pour moi, la première, la plus évidente, qui me fait dire que Postgres c'est du NoSQL, en comparaison aux bases NoSQL qu'on connaît, c'est ça, c'est le support du JSON et de l'absence de schéma. Enfin, l'absence de schéma. Le schéma porté dans le document. C'est pas ultra natif comme façon de faire une query par rapport au NoSQL standard. MongoDB, Couchbase, il n'y a pas de table, il n'y a que du JSON. Donc quand tu fais un langage de requête, c'est simple d'avoir une requête qui a globalement la même tête que du SQL. Là, le problème, c'est que, entre guillemets, votre type NoSQL, votre type JSON complexe, c'est une colonne dans une table. Donc vous prenez le fait que ça reste une base relationnelle, et donc vous avez une syntaxe un peu chelou. En fait, là, la colonne s'appelle payload, et dans la colonne payload, il y a un objet JSON qui s'appelle key. Qui a un champ qui s'appelle key. Donc c'est un peu bizarre, ça fait un peu... il y a un peu d'overhead, mais grâce à ça, vous gagnez plein de trucs cool. Notamment le fait que comme Postgres
gère ça nativement, enfin nativement, comme une extension. À partir du moment où vous aviez le support JSON, vous aviez le support du query planner de Postgres, vous aviez le support de, globalement, des dizaines d'années d'Optime que Postgres avait fait pour ses requêtes, pour son moteur de SQL. Ce que la plupart des moteurs de SQL n'avaient pas. Et juste ça, c'est génial. En fait, vous avez la même puissance, la même flexibilité, la même expérience surtout de Postgres relationnel simple, mais avec un type JSON. Et ça, c'est vraiment top. Du coup, c'est un type comme les autres dans Postgres, avec une syntaxe un peu chelou, certes, mais le trade-off vaut largement le coup. Et du coup, vous pouvez l'utiliser comme n'importe quel autre type Postgres, vous pouvez faire des fonctions avec. Tout va bien. Voilà, c'est un first class citizen. Du coup, ce qui est cool, comme c'est un first class citizen, comme n'importe quelle colonne, vous pouvez utiliser les index que vous avez déjà dans Postgres. Ce qui est cool avec Postgres, encore une fois, système d'extension, on peut créer les types d'index qu'on veut. Il y a une richesse en termes de facilité d'indexation, en tout cas d'index existants, délirante par rapport à la plupart des bases NoSQL. Les bases NoSQL sont focus sur... je vais prendre l'exemple de Couchbase. Je trouve ça dommage. Couchbase, normalement, ils ont un système d'index pluggable, mais ils ont deux types d'index. C'est triste. Tu as envie d'avoir un type d'index graph, tu as envie d'avoir un type d'index pour faire de la recherche géospatiale, tu as envie d'avoir... J'en vois un qui rigole au fond. Deux types d'index. En vrai, il y en a plus, mais sur la partie SQL, il y en a deux. Peut-être trois maintenant, mais bref. Et du coup, ce qui est génial, c'est que vous pouvez utiliser tout ce préexistant, tout ce que les mecs ont fait pendant 15-20 ans, directement en JSON. Vous n'avez pas à aller pleurer sur des fonctions pas implémentées chez des gens qui font du NoSQL. Par exemple, le windowing, mais on y reviendra. Alors ça, c'est bien gentil, mais voilà, est-ce que ça scale? Parce que le NoSQL, outre cette notion de flexibilité, est-ce que ça tient la charge? Indépendamment de tous les nouveaux trucs qui sont sortis pour faire du Postgres distribué, quand tu as une base SQL et que tu as un problème de charge, tu prends une plus grosse base SQL. Tu fais une migration, le truc va être en read-only pendant un petit moment, le temps de migrer et d'avoir ta plus grosse base, mais globalement c'est ça. Ça marche jusqu'à un certain point. À un moment donné, avoir une grosse machine, ça coûte beaucoup plus cher d'avoir plein de petites machines. Et on se retrouve dans une situation où globalement ça ne marche plus. Ce n'est pas une presse Clever Cloud sans GIF. Et du coup, on se dit peut-être qu'il faudrait qu'on change notre manière de scaler. C'est là où on rentre dans des considérations du CAP théorème dont je vous parlais tout à l'heure. Postgres, c'est une base acide, pas de problème quand c'est distribué. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Est-ce qu'on peut le distribuer? Il y a plusieurs façons de le faire. On va parler de sharding et de réplication. Globalement, le sharding, c'est j'ai 4 machines, 100% de mes data, il y aura 25% de mes data sur machine 1, machine 2, machine 3, machine 4. En gros, c'est ça, on fait du partage de notre set de données sur toutes les machines existantes. Et la réplication, c'est ce bon vieux modèle master-slave, maître, bref, que tout le monde connaît. Donc, est-ce que j'ai le choix? Est-ce que je suis loqué sur un node ad vitam aeternam, ou est-ce que je peux... là, on tombe sur les slides de Quentin Adam, il y a plus de slides, il y a plus de gifs. Ou est-ce que je peux faire du master-slave? Il y a plusieurs types de réplication. Il y a une réplication physique et une réplication logique dans Postgres. La réplication logique est arrivée assez récemment. La réplication physique, c'est un truc assez bourrin. Globalement, c'était des copies de 0 et de 1 de l'autre côté, sur l'autre nœud. Copies de 0 et de 1, si tu perds un 0, c'est mal. La réplication logique, c'est un peu différent. La réplication logique, c'est comme si tu avais un flux d'écriture que tu recopiais. En gros, ça t'évite d'avoir un Kafka en entrée qui va copier en Y des trucs. Application logique, c'est tout ce que tu vas écrire dans Postgres. Je vais rejouer ça sur un autre nœud. Plutôt que de copier les 0 et 1 du résultat, je vais rejouer la même chose. Donc, différence entre physique et logique. J'en profite pour vous dire que on va faire de la data capture chez Clever bientôt. Chaque fois que vous aurez un Postgres et des écritures, tout ce sera dumpé dans un stream et vous pourrez rejouer toutes les écritures de votre Postgres bientôt. Et ça, ce sera top. Bref. Donc on peut faire du master slave, réplication logique ou physique.
On peut se dire, je vais sharder à la main. En gros, vous avez de la logique métier qui vous permet de dire tel code va aller sur ce nœud-là, tel code va aller sur ce nœud-là, tel code va aller sur ce nœud-là. Un des gros avantages du NoSQL, c'est que la plupart du temps, tout ça, c'était géré pour vous. La partie sharding, en fait, était complètement abstraite. Vous aviez un endroit dans lequel écrire des trucs, et c'est lui qui allait se débrouiller pour tout distribuer et tout gérer. Ce qui est intéressant, c'était en gros on est dans la logique de laisser le développeur faire ses choix à lui, et de ne pas l'embêter avec de l'infra. Je dis pas ça de manière innocente, parce que c'est un peu mon métier chez Clever Cloud. Le but, c'est de coder et de ne pas faire d'infra. Là, faire ça en automatique en NoSQL, c'était un peu ça l'idée. Vous occupez pas de comment ça shard, occupez-vous de ranger des trucs. Postgres, pendant très longtemps, il fallait le faire à la main, ou utiliser pgpool, ou utiliser d'autres choses, comme Citus. Citus, c'était un des éditeurs qu'il y a derrière Postgres. Ça, c'est un des trucs qui est intéressant. Postgres, il n'y a pas un éditeur particulier, comme la plupart des bases NoSQL, il y en a plein. C'est pas vraiment des éditeurs, du coup, c'est une bonne entente entre Second Quadrant, Dalibo en France, qui fait un super boulot, et il y en avait un autre, Citus Technologies, qui sont les mecs qui ont été rachetés par Microsoft il n'y a pas longtemps. Ça, c'est un autre truc un peu marrant, c'est que toutes les boîtes de cloud, hein, la plupart des boîtes de cloud, genre pas nous, se mettent à faire leur propre solution de DB. Et je trouve ça assez parlant que Microsoft, avec Azure, rachète Citus. Citus, c'est les mecs qui ont fait les premières extensions pour faire l'auto-sharding dans Postgres et pour faire en sorte que vous puissiez avoir un cluster Postgres qui scale. Et ça, c'est cool. Comment on fait une réplication logique dans PG? C'est pas compliqué. Là, je vais commencer à vous montrer un peu plus de choses, un peu plus de code. Je calcule, il me reste un quart d'heure, c'est ça. Une réplication logique, c'est tout simple. En gros, on crée une réplication et on va faire un lien de subscription vers un autre cluster, vers un autre Postgres. En gros, à partir du moment où vous avez fait ça, c'est bon. Le truc va marcher tout seul, vous n'avez plus rien à faire. Excusez-moi, j'ai un petit problème de lunettes et de... Voilà, on va y arriver. Du coup, c'est pas extrêmement compliqué. Le table sharding, ça a été introduit dans PG 10 ou 11, je sais plus. C'est marqué en haut normalement. Bref. Le table sharding, c'est l'idée de dire, bon, on est dans le cas où je choisissais où j'allais écrire et copier mes données d'un point de vue business. C'était à la charge du développeur. Bon, je vais aller copier ces bases de données dans cette table-là. Du coup, je vais avoir plusieurs connexions à gérer et j'ai plusieurs connection pools en tant que dev. Et je vais aller faire un truc là, je vais aller faire un truc là. Ça marche. Ils ont enfin introduit le table sharding sans utiliser d'extension, c'est dans le corps de Postgres. Et en gros, ça vous permet de distribuer une table sur plusieurs machines. Là, normalement, vous dites, ouais, mais c'est acide, c'est bizarre, normalement, on ne va pas pouvoir faire ça. Et vous avez raison, c'est bizarre, c'est complètement contre-intuitif. Le fait de pouvoir sharder une table, c'est-à-dire de dire, j'ai les 100 premiers rows de cette table sur cette machine-là et les 100 secondes sur cette machine-là. Ça peut paraître bizarre, mais ils l'ont fait, c'est cool. C'est dispo depuis PG11. Un autre truc très cool, je vous en reparlerai un peu plus en détail après, parce qu'il faut que je m'énerve un peu pour vous faire une démo. C'est les foreign wrappers, on en parlera en dernier. Pour parler perf, pour parler distribution, pour parler problème, on va parler perf d'abord. Il y a une extension qui permet de faire des queries parallèles. Je crois que ça venait de chez Citus aussi, et ça a été introduit dans le corps. Où en gros, pendant des années, tu faisais une query, le query planner, il disait tu vas prendre un CPU parce que de toute façon, je suis incapable de faire ça autrement. Ils ont fait plein d'optimes pour pouvoir utiliser tous les CPU dispo sur votre machine et du coup faire quand vous lancez une query standard. Maintenant, si c'est configuré correctement, on sait utiliser plusieurs CPU pour gérer une requête et donc aller plus vite. Si elle est parallélisable, ça dépend du query plan, ça dépend de comment est votre query, mais globalement, c'est des trucs qui se font assez bien, en particulier pour du windowing et des choses comme ça. Une autre extension qui est très très cool, et j'en profite pour, c'est l'autre instant vendor, vous dire qu'on va sortir une offre GPU bientôt chez Clever Cloud. Et ils ont une extension pour faire du CUDA, pour faire du machine learning, des choses comme ça. Anyway. Faut vraiment que je m'énerve. Qu'est-ce qui pourrait se passer si on commençait à distribuer Postgres, c'est-à-dire à scaler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Globalement,
La loi de Murphy, c'est la vérité, ça existe. Les mecs qui vous disent « Ah, vous n'aurez jamais de pépins avec nous, on est bulletproof », fuyez. Allez voir des gens qui disent « Oui, ça arrive, mais du coup, si ça arrive, on est prêt ». Voilà, le message est passé. Failing, c'est complètement une option. Et j'en arrive au moment où je voulais vous faire une démo. Donc je me mets en mode miroir. Enfin, j'essaye. Cliquez sur Apply, c'est mieux. Keep the changes, parfait. Et on monte d'un cran. Et on arrive dans du code, j'espère que c'est assez gros. Il y aura un blog post là-dessus bientôt, c'est déjà en ligne. Si jamais c'est pas assez gros. Un des trucs qui est super intéressant pour moi en ce moment, dans cette histoire de cloud native et de failure ready, etc., quand il vous arrive des pépins, pendant des années, les drivers Java, c'était du JDBC. Et JDBC, globalement, quand ça se passe pas bien, il fait non, j'arrête, terminé, démerde-toi, je lance une exception et je fais plus rien. Il y a 2 nouveaux drivers super cool pour Postgre dans le monde Java. Avant hier, je pensais qu'il n'y avait que R2DBC. Comme on est à Devox, j'ai pu parler à Julien Vienne et Clément Escoffier de la team Vertix qui m'ont dit « Ah, il y a un super driver Postgres réactif aussi pour Vertix. » Comme ça, vous êtes au courant. Moi, j'ai utilisé R2DBC. Et l'intérêt d'avoir un driver réactif, qu'est-ce que c'est être réactif? Globalement, être réactif, c'est vous avez du code, qu'il se passe quelque chose, vous pouvez... c'est dans le mot réactif, vous pouvez agir. Il y a une erreur, plutôt que de failer misérablement, c'est « J'ai un souci, qu'est-ce que tu veux faire ?» C'est un des avantages d'être réactif. Asynchrone et non bloquant. Et alors, ce qui est intéressant, donc ça c'est la conf de ma base où je fais mes délits et ensuite je fais mes créations. Là, globalement, vous avez une création de PubSub, parce qu'on peut faire du PubSub maintenant dans Postgres. Pareil, ça c'est un truc, on ne pensait pas quand SQL existait, maintenant on peut faire du PubSub. Je crée un flux. Donc un flux, en gros, c'est un machin qui va... écrire, qui va faire un insert toutes les secondes. Et c'est là où on arrive dans la partie rigolote, et super intéressante, de ce que vous permet de faire un driver réactif quand il y a un pépin. En gros, il y a un insert, il y a un compteur, le compteur va me permettre de loguer un peu ce qui se passe. Et ensuite, il y a un truc qui s'appelle doOnError, qui dit ah mon Dieu, il y a une erreur, je t'explique ce qui se passe. Et ensuite, il y a la fonction qui tue et qui est vraiment cool, qui est retry backoff. Retry backoff, en gros, le but du jeu, c'est de dire chaque fois que j'ai un pépin, je réessaye. Mais je réessaye de façon avec un délai exponentiel. En gros, j'arrive pas à écrire parce que la base est plus dispo, parce que les pépins, ça arrive. Donc là, tu dis c'est pas grave, tout va bien. Je vais pas faire comme les gens normaux et recliquer sur le bouton parce que le site ne se charge pas. Je vais attendre une seconde, un pépin, je vais attendre plus longtemps, un pépin, je vais attendre encore plus longtemps, etc., etc. Pourquoi je fais ça? Du coup, je vais vous montrer que failing, ça se fait bien, en fait. On va assumer le fait que nous sommes du cloud. Donc là, ça y est, je suis en train d'écrire des trucs dans un Postgres qui est configuré chez Clever. Et chez Clever, on a un truc rigolo. On a un outil de migration qui permet de faire une migration à chaud d'une base SQL vers une taille plus grosse. Vers une taille plus petite, on ne fait pas parce qu'on avait peur que les gens choisissent un plan avec un plus petit disque dur et que ça se passe mal après. Mais globalement, là, je suis dans une taille S. J'ai passé à une taille M, comme ça, à la volée, parce qu'on a des fous. On fait une migration live dans un talk. Là, il dit « Ah, attention, tu vas changer de plan, ça va coûter plus cher. » Ok, pas de problème. Donc là, voilà ce qui se passe quand on fait une migration chez nous. Elle dit « Je suis en train de déployer la grosse VM ailleurs, donc la plus grosse. Pendant que je déploie ça, je fais le backup et tu ne peux plus écrire. Et ce qui est important, c'est que tu ne peux plus écrire. Là, comme vous pouvez le remarquer, on est rentré dans le doOnError et on a ça marche pas, il y a une erreur, je ne peux plus écrire. Pourquoi? Parce qu'on est passé en read-only, ici. Ce qui est normal. Tu ne veux pas continuer à écrire alors que tu as pris ton backup, que tu vas le mettre ailleurs. Il faudra que tu fasses un gap entre les deux. Il faudra que tu fasses tu pourrais utiliser une réplication logique.
C'est ce que la décence voudrait. Mais dans le cadre de cette démo, pour vous montrer qu'on peut failer misérablement avec un use case simple, je ne l'ai pas fait, j'ai fait autrement. Donc là, vous pouvez voir que j'ai changé de taille en 40 secondes, c'est génial. Et que normalement, quand il aura fini de... Ah bah ça y est. Ah, bon, c'est pas drôle. Voilà. Donc là, j'étais en train d'écrire, il n'a pas pu écrire. J'ai réussi à changer de taille, donc à passer sur une DB plus grosse. Et il a repris comme si de rien n'était. On s'est arrêté à 41, on est re à 42. L'exemple est bidon au possible. Je vous montre ça pour vous montrer que grâce à un driver réactif, c'est vachement plus facile de gérer les erreurs. Imaginez la quantité de try-catch chelou que vous auriez et de trucs imbriqués pour faire ça. Et ça, avant, c'était pas dispo, en fait. C'est ça qui est intéressant avec Postgres maintenant. C'est que c'était pas, les drivers n'étaient pas réactifs. Le driver JDBC, pas possible. Avec un driver actif, tu peux. Voilà, voilà. On fait aussi... il y a aussi du PubSub, mais il y a aussi plein de trucs que je pourrais vous montrer, mais il me reste moins de temps. What about the new SQL thing? Alors, new SQL, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un nouveau mot-clé qui correspond globalement aux bases de données multimodèles. Donc, on reparle d'hyperconvergence et de plateformisation de la base de données. C'est ça le mot que je cherchais. Et c'est rigolo parce qu'effectivement, au début de la vague NoSQL, on disait tu vas avoir une architecture microservice, ça va être génial, tu auras une base pour chaque use case. Et puis encore une fois, post-crise d'adolescence, en fait, les bases multimodèles, c'est bien parce que j'ai pas envie d'opérer 15 bases de données. Et le NoSQL, c'est un peu ça, c'est la réalisation que si on peut avoir une base de données qui fait tout, c'est mieux. Et voilà, ce mot. Et c'est le moment où je vous reparle de Foreign Data Wrapper pour Postgres. Un Foreign Data Wrapper, qu'est-ce que c'est? En gros, ça vous permet, à partir de Postgres, d'aller requêter d'autres trucs. Ouais, vous avez votre Postgres en préentrée, puis vous pouvez aller chercher des datas ailleurs. Il y a plein de trucs supportés. Vous pouvez faire, il y a plein d'autres langages de query supportés. En gros, l'idée, c'est de s'ouvrir sur le monde et les autres. Et Postgres a un super système de wrapper pour ça. Donc, ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Apprendre avec des pincettes. On a eu tout un pan de bases NoSQL, JSON, Graph, etc. Et partie infra, on a eu une nouvelle génération de bases time series. Il y a eu Prometheus, il y a eu InfluxDB, il y a des choses comme ça. Qui globalement sont entre guillemets moins dev, parce qu'en gros c'est le truc que vous démarrez pour aller choper vos métriques, le truc une fois qu'il tourne et qu'il y a le machin qui donne des métriques dedans, vous vous en occupez plus trop, à part pour la partie query, la partie query de time series où globalement tu veux faire des fenêtres glissantes de temps pour analyser tes métriques. Et depuis PG 10 ou 11, je ne sais plus, ils ont rajouté plein de fonctions pour faire des fenêtres glissantes, pour faire de la time series. Message de service. En conclusion, tout ce que je peux vous dire, c'est que Postgres, pour 95% des use cases, j'espère que vous avez compris, ça marche. Ça couvre la plupart des use cases NoSQL possibles, je pense, perso. Les seules bonnes raisons d'utiliser du NoSQL, c'est quand vous voulez vraiment sortir de l'acide. Genre MongoDB, quand vous avez de l'écriture concurrente, c'est très bien. Si vous voulez bourriner comme des oufs, c'est parfait. Si vous voulez d'une memory, il y a plein de solutions de memory qui existent. Mais si vous voulez du vrai scale, faites du Hadoop. Nous, la base time series qu'on a, c'est pas du Postgres, chez nous, c'est du Hadoop. Mais 95% des use cases, en vrai, Postgres, c'est la base multimodèle qui, malgré le fait qu'elle soit veille, a des extensions qui vous permettent de voir le futur arriver assez sereinement, s'opère très bien. Il y a tout un tas de tooling merveilleux. Il y a plein de gens qui font du Postgres de service merveilleux. Faites du Postgres. Voilà. Merci. Normalement, il reste 5 minutes de questions, si je ne me suis pas planté. Mais 5 minutes de questions, si vous voulez. Normalement, ouais, c'est ça. 5 minutes 40 de questions. Quelqu'un a des questions? Bonjour. Si on utilise R2DBC ouais. avec Hibernate, ça va être jouable ou... Ah, excellente question. Si
si on utilise R2DBC avec Hibernate, est-ce que ça marche? Je pense, honnêtement, je sais pas. Je pense qu'Hibernate est calé sur le driver JDBC et que du coup, Pour l'instant, on utilise ça en tout cas. Ouais. C'est une bonne question. Donc. Ouais. Ouais. C'est une bonne question. Il y a un buff pivotal ce soir, il y a un buff spring. Passez les voir. Ah bah oui, ça sera l'occasion. Il y a un truc qui est très cool par contre qu'R2DBC a sorti, que c'est un R2DBC proxy qui globalement te permet de proxifier un peu tous tes flux. C'est comme une connection factory, sauf qu'au lieu d'avoir une connexion directe, tu as un proxy qui va te permettre de gérer justement tous ces retries assez facilement et qui devrait, en théorie, rendre une migration JDBC to R2DBC plus simple. Parce qu'en fait, tous ces corner cases, tu vas pouvoir les traiter dans un proxy et ça ne va pas venir pourrir ton code à chaque fois. Il y a d'autres questions. Ceux qui n'ont pas de questions, il y a un super talk d'Hubert Sablonnière en amphi bleu. Merci pour la conf. Petite question au sujet des perfs sur le requêtage dans des documents JSON dans Postgre. J'ai joué un peu avec, j'avais créé quelques index. Je me suis rendu compte que ça n'avait quand même pas les mêmes temps de réponse que sur les types simples Postgre. Est-ce que tu as plus de retours là-dessus? Ça dépend, ça dépasse les benchmarks. Voilà, c'est toujours compliqué de bencher un truc, ça dépend de plein de cas de use case. Il y a plein de bench PG qui dit quand tu fais du graph dans Postgres, ça enterre Neo4j. Il y a plein de bench qui disent le contraire. Je pense que dans la situation où tu es, ça va essentiellement dépendre, et c'est un peu une réponse de Normand que je vais te faire, de ton query plane, des index que tu vas coller, mais comme partout en fait. Il faut vraiment se dire que JSON dans Postgres, c'est géré comme une colonne de type table, un peu, tu as ta table en interne, et donc du coup tu vas pouvoir foutre des index dessus, et en gros tu vas faire les mêmes optimes que d'habitude, tu vas demander ton query plane, et... Normalement, on devrait arriver au même niveau de performance que du NoSQL, ouais, voire mieux, moi je pense qu'on devrait arriver à mieux. Je pense que c'est du cas par cas, et en fait le problème qui est vachement dur quand tu fais une mesure comme ça, c'est qu'est-ce que tu benches? Est-ce que tu benches le query planner de ton autre solution ou est-ce que tu benches le throughput de ton autre solution? Arriver à comparer deux solutions, pas toujours évident. Ouais. Ah, bah, tu auras forcément un overhead, je pense. Si tu fais une comparaison d'un scalaire simple dans une table à un type JSON dans une colonne dans une table, il y a forcément un overhead en plus. Parce que c'est un truc qui est fait automatiquement pour toi. Si c'est fait automatiquement pour toi, c'est comme les DRM, il y a un overhead, donc effectivement, je pense que tu seras moins efficace. Ça me paraît logique. Voilà. On peut en parler après sur le stand, je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Une question par rapport au clustering. Vous avez parlé du sharding, Ouais. mais pas forcément d'une solution de clustering Postgre. Qu'est-ce que vous préconisez là-dessus? Faut que je me rappelle du nom de l'extension, mais c'est ce qu'a fait Citus. Et je crois que ça s'appelait Citus Data. C'est open source, c'est une extension. Et en fait, globalement, la solution de Citus, tu as un PG qui agit en tant que proxy et qui va proxifier toutes tes connexions vers les autres Postgre. Et lui, en fait, saura vers quel Postgre les envoyer. Et je ne me rappelle plus du nom exact, mais globalement, c'est ce que fait Citus. Et c'est open source. Merci. Fabrice? Il y a deux questions ici. Bonjour, j'avais Bonjour. deux questions sur le partitionnement. T'expliquais qu'on pouvait rediriger faire du sharding sur d'autres serveurs. C'est-à-dire que tu configures directement en SQL vers Ouais. quelle IP tu vas Ouais. envoyer les données. Ok, c'est la question, donc ok, ça marche. Dans un monde Kubernetes ou plus simplement Docker, on peut facilement faire ce genre de choses. Dans un monde qui échoue, tu veux dire? Non, je parle du cloud et distribué, rien à voir avec... Non, clairement, c'est exactement ça la question. C'est solutions, effectivement comment on fait pour remonter à la volée.
En fait, c'est là où les solutions de SQL, à mon avis, ont leur avantage vraiment par rapport à ça. C'est que c'est vraiment une question d'archi. La plupart des bases de SQL ont été faites pour que toute cette partie rolling upgrade soit gérée automatiquement dans l'outil. Et du coup, c'est super facile à faire. Du coup, quand tu perds un nœud, tu sais que tu as des copies de chaque data sur chaque autre nœud, et du coup, c'est facile à remonter. Postgres, là, tu as plus de taf à faire tout seul, le jour où tu as un pépin. Et c'est un des soucis du truc, c'est qu'il peut le faire, mais c'est plus de taf pour toi que le NoSQL. Donc ça se fait, il y a les mecs de Sarenza, je crois, qui ont sorti un outil assez cool pour Cube, pour opérer du Postgres. Moi, toutes ces solutions d'orchestration, quand c'est du stateless, ça marche vachement bien, c'est facile. Quand c'est du stateful, tu peux pas bouger les datas magiquement comme ça. Donc la métaphore pet versus cattle de on est dans le cloud, on va tout gérer avec des numéros et plus comme des animaux domestiques. Je pense que ça s'applique toujours pas pour les bases de données et qu'il faut toujours shooter des bases de données. Factuellement, tu sais qu'elles sont sur un serveur particulier parce qu'il y a un disque. Donc voilà, je pense qu'il faut faire très attention pour ces trucs-là. Et non, j'en connais, à ma connaissance, il n'y en a pas. Merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, je serai au stand Clever Cloud.